j'enregistre. Vous avez l'écran, vous, c'est bon? Ok. Donc je vous filerai tout ça, j'ai un dossier qui est ici avec la maquette, j'ai refait le logo, je suis allé prendre dans les sources, en fait je suis allé prendre plein d'images déjà sur Pexels. On va aller dans code, ici, réalisation, et on va faire c'était bread and breakfast. Là. Voilà. Donc la maquette. Je l'ouvre sur Photoshop pour vous la montrer. Le son, il sera peut-être pas terrible, ou alors il sera super, mais j'ai un nouveau micro là, j'essaie de tester, on va voir petit à petit. On devrait améliorer la qualité du stream. Il est là. Donc, ils n'ont pas fait 12, mais ils ont fait 6 colonnes. Voilà, c'est dommage d'avoir fait 6 colonnes parce qu'il y a des choses qui sont en quart, donc c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Hop. Je vous montre le web design, je vous montre même ici, hop, là, la version définitive. Souvent sur les Photoshop, il n'y a pas les images de fond, je pense parce que sur Envato Element, là, eux, ils doivent avoir acheté le droit d'utiliser les photos pour eux. Maintenant, ils revendent un fichier Photoshop inspiré de cette création-là, mais en vous revendant le fichier Photoshop, ils ne vous revendent pas forcément les droits des images. Donc sur le Photoshop, vous avez des encarts de couleur gris. C'est pour ça que je suis allé déjà prendre des images. Normalement, dans les calques du Photoshop, il y a tout ce qu'il faut et il doit y avoir des emplacements avec, généralement ça s'appelle placeholder. Hop, ça doit être dans le héros là. Voilà, placehold. Placehold, c'est une image qui va occuper l'emplacement. Donc à la place de cette image, je vais glisser mes images à moi et puis donc ça va me permettre de vous montrer comment on fait pour exporter tout ça. Voilà, j'ai pris plein d'images. On va mettre celle-là. Voilà. Je l'assombris un peu. On va ici prendre une sélection et sur l'image mettre le masque de fusion en bas ici. Ça va me permettre, donc j'ai la sélection, je fais masque de fusion sur l'image, ça va vous rajouter dans un petit rectangle ici. Et du coup, le masque de fusion, il masque ce que vous n'avez pas sélectionné. Donc vous avez une grande image, vous voulez prendre juste un petit morceau, vous choisissez un morceau, masque de fusion, vous n'avez que ce morceau qui apparaît. L'avantage, c'est que du coup, on n'a pas pixelisé l'image. Donc on peut l'agrandir, la diminuer, la réagrandir. Aucune pixelisation sur cette image. Après, je vous l'avais montré, mais trop rapidement, donc je vais vous le remontrer. Ici, je vais prendre deux images qui se ressemblent un peu. J'avais bien aimé celle-là et celle-là. On va voir. Alors, hop, pardon. Maintenant, je vais reprendre mon outil de sélection. Je fais un clic droit sur le rectangle ici et je retrouve Placehold. Donc, je suis dans un autre dossier. J'étais dans le dossier Hero. Hero parce que je pense qu'il y a un slider qui s'appelle Hero Slider. Donc, c'est pour ça que le dossier s'appelle Hero. Ici, dans Banner, c'est les bannières. On va aller sur le Placehold et on va glisser-déposer ma première image, celle-là. Je la redimensionne en conservant les proportions. On va essayer de la caler au mieux, voir si ça fonctionne. Là. Voilà. On va la laisser comme ça pour l'instant. Ce qu'il faut faire, c'est l'assombrir. Donc pour l'assombrir,
On va pas jouer avec l'opacité, on va refaire un rectangle noir par-dessus et on va le mettre en transparence, ce rectangle noir, ce sera mieux. Donc rectangle noir, hop. Dans le calque ici, opacité, on va le passer à 50, voilà. Et du coup on gagne beaucoup en lisibilité, mais on continue de voir l'image. Rectangle et image, je prends les deux, je les glisse dans un dossier ici, pour les avoir dans un groupe, c'est plus pratique. Deuxième image, du coup, moi je voulais tester celle-là. Voilà. Alors, on va la mettre à la même taille que l'autre. A priori, c'est la même série d'images, donc il y a des chances, c'est pas obligatoire, mais il y a des chances pour qu'elle fasse la même taille et qu'on arrive voilà, comme ça. Je ne vais pas le faire pour toutes les images, là j'en fais juste 3. On la cale comme ça. Et ce que je peux faire ici, c'est dupliquer le rectangle, le déplacer. Là on le voit hein, en fait, ce rectangle noir maintenant avec la transparence. Ok, sauf que ces deux images-là, donc je les remets dans un groupe, ça me permet de gérer ça plus facilement. Il faut aller les mettre là, hein, puisque plus le calque est en haut, plus il va être devant sur l'écran. Donc là, vu que j'avais mon image de pain au-dessus du texte sign up and get 20%, forcément le texte était derrière l'image. Maintenant, une grosse technique qui fait gagner du temps. Normalement, quand vous avez un web design comme ça à intégrer en HTML, CSS, ça veut dire qu'il est bien rangé, le web designer il a fait son boulot, et donc on va pouvoir ici renommer les calques de manière à ce que on puisse faire des exports rapidement. Là, il y a un problème avec celle-là. Là, elle n'est pas assez large. Voilà. Donc ici, je vais... je suis obligé de refaire un masque là, non? Voilà. Ce calque-là, je vais double-cliquer ici dans le texte et je vais l'appeler header.jpg. Pareil, en descendant un peu dans la bannière, les groupes avec l'image et le fond noir transparent, je vais l'appeler banner1.jpg. Et le deuxième, du coup, banner2.jpg. Voilà. Maintenant, je vais dans Fichier, Générer fichier d'image, je le coche, je sauvegarde mon fichier et je vais aller retrouver du coup directement dans Maquette. Donc là où j'ai mon fichier Photoshop enregistré, c'est créer un dossier avec les 3 images. Donc je les ai récupérées direct. Et celle-là, elle est chiante parce qu'en fait, avec la transparence, ça l'a éclairci. Donc, on va la remettre comme ça, opacité 100%. Je remets un rectangle dessus, noir. J'éclaircis le rectangle. Je mets les deux dans un groupe. Je renomme ici header.jpg. Je sauvegarde. Donc là, fichier générer d'image, générer les images. Vous n'avez pas besoin de le recocher. Une fois qu'il est coché, tout se fait automatiquement et normalement dans mon dossier, l'image elle arrive correctement. Ça a été remplacé, écrasé. Errors. Pourquoi? Si on l'ouvre, parce qu'en fait il y a des... Là. Il y a des calques qui ont un nom qui n'est pas composé que de lettres. Par exemple, youremail@domain.com sur la deuxième ligne. Donc la génération des images, elle crée un bug là-dessus. C'est tout. Sinon, en fait, il n'y a pas d'erreur. Il pourrait y avoir une erreur si, par exemple, vous renommez un truc avec deux header.jpg. Il va vous dire désolé, mais j'ai pas pu exporter header.jpg puisqu'il y a 2 points et il faut juste le nom, point, l'extension. Si vous avez... tiens, ici, on a le logo. C'est l'un des derniers trucs qu'on va faire. Comme ça, on l'aura à la bonne taille. Donc, je vais sur l'outil de sélection, clic droit,
je dois retrouver le logo ici. Yes. Donc, le logo, c'est ça. Ce texte-là. Et lui, ce groupe-là. J'en ai fait un autre logo. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci de droit d'auteur ou de quoi que ce soit. Je suis allé sur canva.com, j'ai choisi un logo, je l'ai exporté en PNG, c'était pas joli, je voulais changer les couleurs, du coup je l'ai fait sur Illustrator pour avoir ça. Voilà, c'est pas non plus ouf, mais bon, c'est mieux que ce qu'il y avait. Voilà, et c'est là où je me dis que le texte en blanc aurait peut-être été mieux. Bon, bref. Voilà. Juste pour vous montrer du coup ce logo, si je le renomme logo.png, il va être exporté. J'ai pas sauvegardé rien, mais dans maquette assets, je l'ai ici et je l'ai pile poil à la bonne taille, 194 par 47. Si je le redimensionne maintenant, j'ai pas sauvegardé. Et ici, 195 par 48. Donc ça va être complètement automatique. Une fois que vous avez vos calques qui sont renommés et qui correspondent à tout ce que vous voulez exporter, vous n'avez plus qu'à faire vos modifs sur Photoshop. Vous avez un dossier qui sort tout propre. Donc passons du coup, il y en aura d'autres à faire. Hein. Il y en a quelques-unes, j'ai vu, ici, qu'il va falloir exporter. Mais passons surtout au dev. Donc pour le dev, on va aller dans le dossier dev, ici, je vais faire un fichier index.html, un dossier CSS, un dossier IMG. Ces images-là, du coup, je vais les copier et les coller dans le dossier IMG, et j'en profite. Je vais sur les sites qu'on avait fait la semaine dernière. Hop, pardon. Je vais récupérer tout ça, grid, reset et style. Ça marche ici? Non. Et je vais les mettre, du coup, dans mon dossier CSS. Pareil, je vais être dans l'index, un des anciens projets, je récupère tout ça, le chargement du reset, de grid et de style, et je vais aller le remettre, moi, dans mon index. Comme ça, j'ai ici, plus qu'à changer le titre, et je peux démarrer mon code. Ici, c'est donc bread and breakfast. Alors, sur ce projet, on va zapper les Google Fonts. On verra plus tard. On va vérifier que dans mon style.css, j'ai plus rien parce qu'il doit rester quelques trucs. Voilà. Ça, c'est pas grave. Et dans Grid, ici, on avait la semaine dernière, sauf vendredi où on a fait avec Bootstrap, on avait bossé avec ce type de boîte là, box 66, largeur 66%. On va garder ce truc là pour ce site et puis à partir de demain, on refera les colonnes. Ce qu'on pourrait faire même dès maintenant en fait, c'est faire l'équivalence. Alors ça, j'aime pas. Partir de 100 pour aller jusqu'au dernier, c'est pas terrible. On va plutôt faire comme ça. Et puis, on peut mettre une virgule et avoir une autre cible ici. Donc, on peut dire que si on utilise box 25, c'est la même chose que si on utilise col 3, ça fait 25%. Si on utilise box 33,
C'est la même chose que col 4, 4 colonnes sur 12. Du coup, c'est 33%. Et on va pouvoir le faire en fait pour tous. Col-6. Ici, col-8. Ici, col 9. Et du coup, ça, ce sera col 12. Voilà. Qu'on utilise l'une classe ou enfin une classe ou l'autre, ça récupère la même valeur, la même propriété. Ça va marcher à coup sûr. Donc ici, première chose à faire, découper en grande partie mon site pour aller créer mon header, mes sections, mon footer, le pied de page. Et après, là-dedans, on va aller voir quels sont les contenus à mettre et quels sont les agencements côte à côte à positionner. La première balise, la première grande section, ça ne se voit pas parce que c'est invisible, mais c'est celle-là. Ça, c'est le header. Et en dessous du header, tout ça, ça va être la section 1 avec l'entête de la page. Donc j'ai un header, une section. Ici, on a une deuxième section. Alors, on va voir comment on les divise. On pourrait dire ici, ça peut être une section. Ah, j'avais pas vu, il y a des trucs à cheval. Mais tout ça, ça peut être aussi, c'est même ça, je pense. Tout ça, c'est une section. On verra comment on met l'élément là à cheval sur les deux. À partir de là, c'est une deuxième section. Troisième avec un petit slider. 4, 5, 6, 7 et le footer. Donc ici, je mets mes premières balises, le header, section qui va du coup avoir directement elles vont avoir directement une numérotation. La 1, la 2, la 3, la 4 et puis voilà, mon header, mes 4 sections et le footer. Tout est... Alors là, on le voit super bien grâce aux lignes bleues. Celle-là, ligne bleue, là, qui est en rose. Et celle-là. Le contenu du site, il est cadré là-dedans. Et c'est ça qui fait que vos utilisateurs, ils accrochent et qui font « Wow, ce site est pas mal, il est joli, j'arrive à lire les contenus. » Les gouttières, elles font toutes la même largeur. C'est pour ça qu'au niveau des espacements, vous allez retrouver tout le temps à peu près les mêmes espacements un peu partout pour que l'utilisateur s'y habitue et que quand il tombe sur un espace, il se dise « Ok, c'est l'espacement entre un titre et un paragraphe ou alors c'est un espacement entre 2 articles de blog ou autre. » Donc il est assez propre ce site. On va du coup aller déjà faire la nav et le header. Enfin, et le banner, la section 1. Là. Donc, si c'est centré, quelle que soit la largeur, c'est pas grave, ça on pourra le gérer en CSS, mais le fait que les contenus soient centrés ici, ça indique que ces espaces noirs sont des marges, et que quand vous avez un écran petit ou grand, c'est ces marges-là qui réduisent ou qui s'agrandissent, mais le contenu en lui-même, les deux promos là, elles restent à la même largeur. Ça évitera, c'est pour ça, hein, que vous avez une image, enfin on a exporté 2 images, ce sera tout le temps les mêmes. Les marges vont se débrouiller pour faire mettre à la ligne ou pas ces 2 images et que ça soit lisible et présentable. Donc si on a des marges sur le côté, on a forcément dans chacune de nos boîtes un container. Je le mets du coup partout. Voilà. Étant donné qu'il y a des contenus côte à côte, à certains endroits, on va devoir utiliser les rangées, le row. Le row qui charge, ici dans grid, row, display flex. Je vais le mettre ici. Contenu enfant, mi
cote à cote. Donc, si on utilise l'euro, on utilise aussi à l'intérieur de la rangée, même si on n'a qu'un contenu, une boîte box 100 ou deux box 50. Et l'objectif de tout ça, c'est que dans une rangée, l'addition des box, vu qu'on est en pourcentage, ça doit faire 100%. Ou alors, l'addition des colonnes fait 12. Si on est à 13, il y a un retour à la ligne. Si on est à 11, il y aura un vide quelque part. Donc s'il y a un vide, ça veut dire que vous avez une des fins de contenu ici qui va être décalée, plus à gauche, et du coup vous allez perdre en lisibilité et ça va agacer l'utilisateur. Pour ça, vous avez qu'à aller sur le site de l'AFPA, vous allez vite vous agacer, vous allez voir. Il est joli mais... Non, là du coup, alors... nous, dans notre code, ça va être 12. Je vous remontre vite fait. Je vais dans affichage et je vais faire effacer les repères. Boum, il n'y en a plus. Maintenant, je vais sur affichage, nouvelle disposition des repères. On va mettre du coup 12 colonnes. La largeur, il y a plein de fiches avec ça. C'est 60. Les gouttières, c'est 20. Et si je fais colonne centrale, j'étais sûr que ça allait pas tomber comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai senti. Là, on est pas mal. Ouais, ils ont mis 80. Là, on est bien. Presque bien. En fait, si on zoome, on n'est pas très bien. Mais bon, on va faire comme ça. Donc là, je suis passé en 12 colonnes. Et donc là, l'addition, c'est 12 et on s'y retrouvera mieux. Mais ouais, ça peut être 6, ça peut être 4, 5, ça dépend. Est-ce qu'on adapte le code? Pas forcément. Mais et dans 90% des cas, déjà, vous n'aurez pas à faire ce boulot. Et dans les cas où vous avez à le faire, c'est hyper rare d'avoir 6 colonnes. Normalement, même surtout ici, toutes les formations en France, c'est quand même calé sur le même principe des 12 colonnes. Donc ça, c'est bon. Et donc, hop, dans mon index, je vais commencer à positionner mes rangées. Donc, c'est à partir de là, moi, où je préfère aller détailler une section entière et pas me faire toutes les divisions partout, etc. En gros, à partir de maintenant, je touche plus aux autres sections jusqu'à ce que j'ai quasi terminé le header. Et quand j'aurai fini le header, je ferai la section 1 et ainsi de suite. Là, ça me permet vraiment de me concentrer sur les éléments. Ici, par exemple, dans les éléments, on va s'apercevoir que donc, ce logo, il est mal positionné. Déjà, c'est moi qui l'ai mal mis. Il doit aller... Il est où? Là. Il doit aller se coller ici. Puisque même lui, en fait, il va marquer pour l'œil de l'utilisateur le début des contenus du site à gauche, sur la ligne bleue là. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire que le logo, si même un peu plus grand ou autre, on va faire gaffe, on va prendre 3 colonnes pour le logo et on va prendre 9 colonnes pour le menu. Donc ici, je fais une rangée dans laquelle je mets donc soit box 25, box 75 ou alors col 3. La première boîte, col 9, la deuxième boîte. Ici, on mettra le logo. Ici, le menu. J'ai pas l'aperçu encore. Hop, live server. Voilà. Et donc là, j'ai bien, si on l'inspecte, clic droit, inspecter avec Chrome. On a bien le container qui centre les contenus. Une rangée à l'intérieur avec 25%, 75%. Sauf que le menu, il est à droite. Du coup, on avait utilisé text right. Et je mets mon menu à droite. Là, j'ai vraiment la largeur en fait du site. Mais c'est très large parce qu'on l'avait élargi par rapport à l'ancien projet. Ici.
Moi, j'ai l'habitude d'utiliser 960. Peu importe. On verra sur celui-là. Il faudrait le mesurer d'ailleurs. Essayer de voir ici combien ça fait. Affichage, règles, pixels. Ah, ça fait 1200. « 1180. Ok. Bon, ben on va se coller dessus. Hein. 1180. Voilà. Donc pour le logo, il est toujours cliquable. Si vous trouvez un site où en haut à gauche, déjà, il n'y a pas le logo, c'est étrange. Alors si, il peut être au milieu, centré, avec le menu en dessous. Mais généralement, sur 99% des sites, logo en haut à gauche, logo cliquable, logo qui ramène vers la page d'accueil. Cdiscount.com, logo en haut à gauche, je vais n'importe où, je reclique dessus, je reviens à l'accueil. Rue du Commerce, logo qui ramène vers la page d'accueil. Sud-Ouest, c'est pareil, le Parisien à Sud-Ouest. C'est peut-être une mauvaise nouvelle. Non, ça va. Non, logo pas en haut à gauche du coup. Mais il ramène vers la page d'accueil et c'est un peu déstabilisant. Enfin, déstabilisant. Je ne trouve pas très joli ce menu quoi. Il y a le gros cube au milieu et puis le texte qui est plus ou moins aligné sur le bas du carré. Mais après, ça va se rajouter. Par contre, par rapport à la Gestalt théorie, c'est celle du milieu, là, la loi de proximité avec les cercles. En fait, ici, même si les espaces, la différence entre les espaces n'est pas énorme, et pourtant, votre cerveau arrive bien à identifier que ces trois éléments-là, enfin tous les éléments en bleu, là, en haut, c'est deux blocs séparés, et qu'en dessous, on a un menu écrit en majuscule. Mais c'est la loi de proximité des éléments et la loi de similitude. Le fait que le menu il est écrit en majuscule, que les autres éléments au-dessus, ils sont en minuscule et ils ont une icône au-dessus. Tout ça fait que visuellement, votre cerveau, il cloisonne les choses et vous savez que voilà, ces éléments-là. Hein, en plus, ce qui est très con, c'est que... j'ai dit très con. Il faudra qu'on mette la vidéo YouTube en interdit au moins de 18. On sait jamais. Ce qui est bête, le monteur aura du boulot. Ce qui est très bête, c'est que du coup, ça correspond pas vraiment à... Enfin, s'identifier et journal, les deux choses n'ont rien à voir. TV7 et rechercher pareil. À la limite, moi j'aurais mis rechercher à droite, journal et TV7 à gauche. C'est deux médias différents, mais c'est des médias. Et rechercher et s'identifier, c'est deux fonctions utilisateurs. Et d'ailleurs, s'identifier est bien placé, journal, un peu moins. Un peu moins parce qu'en fait, en haut à droite, au-dessus du menu, là, vous avez, pareil, dans 99% des cas, le menu utilisateur. S'identifier, se loguer, le panier, une loupe recherchée qui est normalement en haut à droite et pas en haut à gauche. Elle est bien faite. Wow. Ouais, elle est pas mal. C'est joli. Ok. Donc ce logo est tout le temps cliquable. Je mets un lien avec à l'intérieur du lien une balise IMG. Et donc je vais chercher dans IMG logo.png et je dois avoir le logo qui se charge. Si je passe ma souris dessus, il est cliquable, il ramène bien à l'index. Le menu, lui, à droite, donc le menu, c'est une liste non ordonnée avec des éléments de liste à l'intérieur. Et ces éléments de liste, c'est des liens cliquables. Donc je mets une balise A dedans, toujours hashtag. Et on va aller voir ce qu'il y a comme... Voilà, donc homme.
shop. Et dans les éléments du design, on l'avait vu, si on met des verbes là, ça marche mieux. Si, allez, on le fait en français. Si je mets magasin, là c'est à propos. Et là, bon, ça va rester accueil. Bon, ça c'est pas mal. Et si à la place de à propos et magasin, je mets nous parlons et ici acheter du pain, ça donne bien plus envie de cliquer quoi. Nous parlons, j'ai plus envie de cliquer sur nous parlons ou je sais pas, nous exprimons un truc comme ça pour aller voir ce qu'ils ont à dire les gens que plutôt de dire à propos de nous, c'est le truc vraiment bateau, le about us, c'est vraiment le truc qu'il y a sur tous les sites. Bon, on revient à about us shop. Mais le verbe d'action amène au clic. Et puis on a blog et contact. Donc un lien, un élément de liste, pardon, un lien dedans. Et ici, contact. Si vous mettez formulaire pour la page contact et contactez-nous, il y a plus de gens qui vont aller cliquer sur contactez-nous que sur formulaire de contact. Ça donne moins envie. Et puis il y a des éléments qu'on ira mettre, on verra plus tard. C'est pareil, hein, ces éléments-là, si tiens, on va les mettre. Là, on va mettre panier. Pour l'instant, j'ai le mot panier qui s'affiche. Bon, je vais le styliser déjà, le menu. Oui. Est-ce qu'il y a une différence si on fait de cette façon ou si on utilise l'élément nav? Non, si, c'est ça en fait, pardon. Ici, je peux mettre nav, c'est mieux même pour Google. Voilà, je mets nav et dedans je mets le UL. Alors, pourquoi c'est mieux? Parce qu'en fait, le robot Google, quand il va tomber, en fait, il analyse vos pages HTML. Quand il tombe sur une page, sur un morceau de page où il y a UL, LI, pour lui, c'est une liste non ordonnée. Alors, il va trouver des liens dedans, mais il est obligé de passer sur la page entière pour aller trouver un UL, trouver des liens dedans, et il va visiter ces liens et il va aller voir vos autres pages. Et il va donner des notes à vos autres pages, et du coup, vous allez avoir une note pour votre site. Quand on lui met nav devant, en fait, c'est l'une des premières vérifications qui fait Google. Il ouvre la page, il regarde s'il y a un nav, parce qu'il sait que dans nav, il y aura des liens pour visiter les autres pages. Et ça lui fait gagner du temps. Et vu que vous faites gagner du temps au robot Google, il améliore votre note. C'est ça, parce qu'en fait, le robot Google, il passe sur toutes les pages du monde entier, plusieurs fois par an, peut-être par mois, je ne sais pas trop. Mais les pages, elles sont scannées quotidiennement. Par exemple, le site Sud-Ouest, il est scanné toutes les 10 minutes par Google. Puisque petit à petit, Google sait que le site Sud-Ouest, c'est un site de news, que c'est une page qui va être rafraîchie souvent, que Google en a besoin en plus pour mettre dans Google Actualité. Si je tape news Bordeaux, voilà. Là, j'ai les résultats qui correspondent à news Bordeaux. Ça veut dire que dans cette page-là, c'est là où il y a les meilleurs contenus pour quelqu'un qui veut chercher des news à Bordeaux. Mais j'ai aussi ici news. Et ça, ces news-là, elles sont récupérées parce que Google repasse et repasse et repasse sur le site Sud-Ouest. Donc j'ai tout intérêt à améliorer ma note. Ici, j'ai mon lien, j'ai ma nav. Donc maintenant, on va faire un peu de CSS pour aller styliser le menu et surtout le mettre aligné. Ça va être la première étape. Après, vous verrez, il y a plein de toutes petites choses à faire pour le détail. Je suis bien dans style.css. Ici, du coup, je vais aller viser le header. Ça, c'est juste pour pouvoir me repérer dans mon fichier. Donc, je fais une grande ligne verte en commentaire pour pouvoir me repérer. Je vais viser le header.
je vais aller viser dans le header la nav et même le UL. Voilà. Donc ici, on va mettre display flex, ça doit marcher. Ça me met mes contenus côte à côte. Mais je préférerais du coup faire une autre manière que vous verrez souvent sur les anciens sites. On va viser les éléments. Ces éléments, en fait, s'ils reviennent les uns en dessous des autres, c'est parce que dans une liste, les éléments de la liste, c'est des blocs. Ils sont censés, quand on veut faire une liste, on les met les uns en dessous des autres. Si ce n'était pas une liste, si c'était juste des mots, à ce moment-là, ils pourraient aller les uns à côté des autres. Donc ici, on va dire que le display, normalement, c'est display bloc. Là, on va lui dire que on le bascule en inline block. C'est un autre type d'affichage et j'arrive à les récupérer, alignés. En plus de ça, gros avantage, ils sont restés à droite. Après, je vais viser pour aller styliser tout ça. Donc dans le header, les liens. Pourquoi je mets header LIA? Parce que si je vise ça, ça veut dire que je vise tous les liens qui sont dans le header. Et le problème, c'est que du coup, je vais viser tous les liens. Donc tout cela, ça va marcher. Mais je vais aussi aller récupérer celui-là. Je peux, une autre manière, dire que je vais viser dans le header les liens A, mais qui sont à l'intérieur du col 9. Sauf que c'est pas terrible de viser une structure. Si jamais quelqu'un passe derrière la page et met un col 8 à la place du col 9 pour le menu, ce code ne marchera plus. Donc on va juste viser nav. Mais en fait, si on doit vraiment viser les trucs, on pourrait dire que c'est dans le header, dans le container, dans le row, dans le col 9, dans la nav, dans le UL, dans le LI. On a déjà toutes ces balises là. Hein. Ça commence à faire un paquet de balises. Et donc là, on va épurer un peu. On va faire ça. Header, nav, A. Ces liens là, du coup, on va les basculer en lien type menu. Donc, text, decoration, none. J'enlève le souligné. Color, pour l'instant, on va mettre black. Il faudra mettre blanc après, mais pour l'instant, on va mettre black. Text, transform, uppercase. Ça, c'est pour les basculer en majuscule. Et puis, font size. On va agrandir la taille. On va les mettre à 1.4 REM. 1.3. Voilà. On va espacer les lettres les unes des autres. Letter spacing, on va mettre 2 pixels, il ne faut pas mettre beaucoup. Et puis, on va aller chercher la taille de cette image. 51. Du coup, on va mettre ici line 8, hauteur de ligne, 51 pixels, ce qui fait que ça va être centré comme il faut. Après, ces liens, on peut aller les décaler les uns des autres aussi. Donc, on va mettre margin left 20 pixels. Voilà. Et je les ai espacés les uns des autres. Du coup, c'est plus lisible. Par contre, ils n'étaient pas du tout comme ça. Ah, ils n'étaient pas du tout comme ça. Ils étaient plutôt en 1 REM. Ils étaient en gras. Donc, font weight bold. Letter spacing, il n'y en avait pas. Et comme ça, c'est mieux. Voilà. Il me manque la police. Hein. Il me manque la police. Et puis ça, c'est pas joli, c'est trop collé en haut. Il y a 0 pixel de marge en haut. Donc on va sur le header par exemple, rajouter du padding, 10 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et on a décalé un peu le logo, c'est plus agréable. Maintenant, il faut qu'on s'occupe. Alors, ça, on ira le mettre par-dessus tout le reste dans un second temps.
on va d'abord viser du coup la section 1. C'est la prochaine cible. Donc je mets un commentaire pour m'y retrouver, je vise la section 1, sauf qu'avant d'aller faire du CSS, le mieux c'est d'aller faire les contenus. Donc contenu, je vais dessus et je regarde. Qu'est-ce qu'on a dessus? On va faire tout, ça va être bien, on va tout ça là, c'est la section 1. Les deux promos, le texte et les livraisons, économiser de l'argent et j'ai trouvé un diamant. Donc ça veut dire que si j'ai différents contenus côte à côte, j'ai différentes rangées. Là, il y a 3 rangées à faire. La première avec des 50-50, la deuxième en 100%, la troisième tiers, tiers, tiers. Donc je vais faire 3 rangées. La première, j'ai dit c'est col 6, et il y en a 2. La deuxième rangée, c'est col 12. Il y a une seule boîte avec le texte qui est centré. Et d'ailleurs, si je veux même gagner du temps, le texte étant centré, ici, partout, le texte est centré partout. Donc en fait, section 1, si je mets classe égale text center, tous les textes à l'intérieur vont se centrer. C'est pas terrible de le mettre là. En fait, il vaudrait mieux aller le mettre sur chaque boîte. Mais bon, ça vous montre qu'on peut aller viser un parent très éloigné en haut et que tout redescend comme il faut. Et ici, du coup, on a 3 boîtes en col 4. Là-dedans, on va mettre les images. Alors, c'est des images, je ne sais pas si elles sont cliquables. On va juste aller les chercher comme ça. IMG. Banner 1. IMG. Banner 2. Normalement, j'ai déjà ma première rangée qui apparaît. Et c'est pas mal. Ah les salauds, le texte. J'ai oublié le texte dessus. Alors soit je refais un export, mais je vous ai dit le texte, c'est pas terrible de le mettre par-dessus. Une image, faut le mettre en CSS. Il faut qu'il soit écrit dans la page pour qu'on puisse le lire. Je sais pas, une personne non-voyante qui a un lecteur d'écran. Ça, un JPEG avec du texte, elle n'arrivera pas à le lire. Ensuite, ici, on a les titres et après, on a icône et texte. Donc ici, on va dire que c'est un H2. Dans cette rangée-là, on a un petit paragraphe avec 10 mots en lorem ipsum. On a un H2 avec bread and breakfast. Et on a en dessous un paragraphe avec 50 mots de lorem ipsum. Ici, dans les 3 boîtes, c'est la même chose. J'ai une image. On va mettre un placehold.it qui fait 100 par 100. En dessous, on a un titre en H3. Titre de la box. Et en dessous, un petit lorem ipsum dans un paragraphe. 20 mots. Voilà, si je reprends cet agencement-là, donc les 2 images, etc., j'ai la même chose, moi, ici. Les 2 images, un petit texte, le titre, grand paragraphe, 3 images, 3 titres, 3 paragraphes. Ça et ça. Le reste, c'est que des petites propriétés CSS de mise en forme. Je rajoute des marges, je passe du texte en gras, je change la police, je passe les lettres en capitales, je change les images du coup par ces images-là. Mais à partir de là, en HTML, il n'y a plus rien de compliqué. Sauf, ce qu'on va faire après, c'est basculer le texte sur l'image. Parce que là, du coup, il va falloir faire un texte. Il y a 2 textes comme ça. Pour l'instant, ils arrivent en dessous, mais il va falloir arriver à les mettre par-dessus. Et ça, on le verra après. On se prend une petite pause peut-être ?